I got to go out victorious. I come to destroy you. I'm having trouble getting the food. I don't blame you, boy. Open it. And when the bell rings, you are in trouble. You wait until you feel me jar you with my left hooks on your pelican chin. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Le MMA, Mixed Martial Arts, est né d'une curiosité, d'un fantasme. Que se passerait-il si un champion de savate affrontait un sumotori de près de 200 kilos ? Qui sortirait vainqueur d'un combat entre un shoot fighter et un maître des arts martiaux ? Ces interrogations ont mené à la création de l'UFC. Une organisation, un show avec une mission claire, répondre à la question, celle qui supplante toutes les autres. Qui est réellement l'homme le plus fort de la planète ? Pendant longtemps, ce titre officieux appartenait au World Heavyweight Champion, le champion des champions poids lourds de boxe. Mais que se passe-t-il quand The Greatest, l'autoproclamé meilleur boxeur de tous les temps, rencontre le plus grand catcheur japonais du XXe siècle ? Perdre contre un catcheur quand on est un legit fighter, la question ne se pose pas. Surtout quand on s'appelle Mohamed Ali. Et pourtant, cette affiche contre nature, ce dream match tout droit sorti d'un jeu vidéo, cette guerre des mondes a bel et bien eu lieu. Et si son contenu a frôlé le ridicule, son issue, elle, a ébranlé tout ce qu'on pensait savoir sur les sports de combat. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Nippon Budokan de Tokyo, en ce 26 juin 1976, le jour où Antonio Inoki a presque battu Mohamed Ali. Vous êtes prêts ? Let's go ! Juste avant de revenir sur l'un des combats les plus étranges de l'histoire, petit détour par notre sponsor du jour, Unibet. Presque 50 ans après ce combat entre Ali et Inoki, le monde du combat libre nous propose de nouvelles oppositions de style uniques, comme à l'UFC 325 par exemple, qui marque le retour de notre Français Benoît Saint-Denis, opposé à Dan Hooker. Le Nîmois est ultra favori avec une cote à 1,26 contre 3,55 pour le numéro 6 de la KT. Dans le main event, Volkanovski à domicile est lui favori pour conserver sa ceinture face à Diego Lopez. Pour le reste des cotes, elles sont comme d'habitude à retrouver sur l'application ou le site Unibet. Petit plus, si tu passes par notre lien en description ou si tu entres le code BOXING10 à l'inscription, tu bénéficies d'un bonus allant jusqu'à 100 €. Et en plus, tu reçois directement 10 € sur ton compte sans déposer le moindre centime si tu fais valider ton compte. Par contre, n'oublie jamais, le pari doit rester un jeu. Ne mise jamais plus que ce que tu ne peux te permettre de perdre. Et bien sûr, c'est interdit aux mineurs. Donc si tu as moins de 18 ans, le pari, c'est pas pour toi. Allez, on retourne à notre combat entre Ali et Inoki. En 1976, Mohamed Ali est déjà une légende vivante. Pour beaucoup, à commencer par lui-même, il est The Greatest. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Le plus grand boxeur de tous les temps. Celui qui a détrôné l'immense Sonny Liston. Celui qui a survécu par 3 fois au terrible Joe Frazier. Celui qui a terrassé l'invincible George Foreman. Ali, c'est la vitesse, l'intelligence, la grâce, le verbe. C'est un athlète formidable, un artiste des rings, mais également une icône culturelle, un leader politique, une figure quasi mythologique. Mais voilà, en 1976,
Ali a 34 ans. À l'époque, pour un poids lourd, c'est déjà beaucoup. Trop, diront certains. En presque 2 décennies à arpenter les rings du monde entier, de New York à Dublin, de Jakarta en passant par Kinshasa, le Louisville Leap a encaissé des milliers de coups. Plus encore dans les médias. Il a connu des dizaines d'hospitalisations, traversé un nombre incalculable de diètes, effectué 2 retours légendaires. Pour gagner, il a consenti à vivre l'enfer, à infliger à son corps les pires traitements possibles. Il y a quelques mois encore, il livrait à Manille un thriller haletant. Un règlement de compte entre 2 vieux rivaux qui restera comme l'un des combats les plus violents jamais disputés. Le genre de combat qui marque la chair et l'esprit. À 34 ans, Ali n'est plus le gamin fringant médaillé d'or à Rome. Il n'a plus la fougue de celui qu'on appelait jadis Cassius, ni la détermination de l'homme qui a refusé le Vietnam. Il a pris de l'embonpoint. Ses réflexes ne sont plus aussi fulgurants. Ses coups, moins dévastateurs. On le soupçonne même de choisir ses combats. Jean-Pierre Koopman en février 1976, Richard Dunn en mai. De bons boxeurs, certes, mais aucun de la trempe d'un Floyd Patterson. Son seul succès notable est sa victoire sur le jeune Jimmy Young, acquise dans la douleur et dans l'incompréhension générale. De quoi s'interroger sur la suite de sa carrière, d'autant que le People's Champ s'apprête à rencontrer sa bête noire, son némésis, Ken Norton. Un modeste sparring partner qui a créé la surprise en battant Ali en mars 1973 et qui n'est pas passé loin de réitérer l'exploit 5 mois plus tard. Si The Greatest veut avoir une chance de conserver sa ceinture, il doit mettre les bouchées doubles, retrouver une hygiène de vie digne d'un champion du monde et s'entraîner avec la même rigueur et la même détermination que dans ses jeunes années. Mais alors que l'échéance la plus importante de l'année approche à grands pas, le boxeur s'envole direction le Japon où il doit combattre un catcheur. Mais quelle mouche a bien pu piquer Mohamed Ali ? Le principal intéressé ne cache pas la raison derrière ce que certains désignent comme le premier championnat mondial d'arts martiaux et d'autres, une supercherie. L'argent, évidemment. 1 an plus tôt, lors d'une réception, Ali, fidèle à lui-même, avait prétendu qu'il donnerait $1 million au premier boxeur oriental prêt à le défier. À ce moment-là, il était loin de se douter que cette petite punchline lâchée au détour d'une conversation allait faire la une des journaux japonais, au point de motiver des investisseurs à débourser pas moins de $6 millions pour convaincre Ali d'affronter leur champion. Un catcheur inconnu en Occident, du moins des néophytes, un certain Antonio Inoki. Mohamed Ali accepte, par appât du gain surtout. On ne refuse pas $6 millions, même quand on est l'être humain le plus célèbre au monde. Mais il accepte aussi parce qu'il s'agit d'un catcheur. I predict all the people in Japan, I shall destroy Inoki. Inoki should have stayed in wrestling. He never should fight a serious boxer. He is out of his class because I am too fast. I predict that I shall destroy Inoki. No hard feelings against my Japanese fans, but I'm after Inoki. Inoki. La plupart des gens savent, ou sans doute, c'est un secret de polichinelle, le catch, c'est du spectacle. C'est pour de faux. Les catcheurs ne sont pas de vrais combattants. Ali ne risque donc rien. Enfin, c'est ce qu'il croit. À son arrivée à l'aéroport, Ali fanfaronne et crie à qui veut bien entendre qu'il n'y aura pas de Pearl Harbor. Il va vite déchanter. 6 jours avant le combat, Ali se présente à la salle dans laquelle s'entraîne Antonio Inoki. Selon les témoins, il aurait alors demandé quand a lieu la répétition, ce à quoi le japonais lui aurait répondu « Non, ce n'est pas une exhibition, c'est un vrai combat ». Ah, et ce n'était pas faute de l'avoir prévenu. En conférence de presse déjà, Inoki s'était montré très clair quant à ses intentions. Je ne sais pas à quel point Mohamed Ali prend ce combat au sérieux, mais s'il ne le prend pas au sérieux, il pourrait se blesser. Parce que je vais me battre. Je pourrais même lui casser le bras. Ali, lui, s'était contenté de son trash talk habituel
comparant le menton de son adversaire au bec d'un pélican. What do you call those birds with the big chins that you see flying around? I'll label you as the pelican. Mais Inoki ne s'était pas laissé faire, lui répondant avec un certain sens de la répartie. « Quand ton poing touchera mon menton, fais attention à ne pas te blesser. » Mais dans quelle galère s'est encore fourré Mohamed Ali ? Non, parce que The Greatest a déjà affronté les catcheurs. En prévision de ce combat, il s'est entraîné avec The Iron Sheikh. Il a même défié 2 lutteurs quelconques dans des rencontres télévisées. Mais c'était du show pour les caméras. Ali pensait que ce serait la même chose avec Antonio Inoki. Sauf que non. D'après le journaliste Jim Murphy, le plan initial était que le combat se termine par un coup de poing d'Ali qui attendrait accidentellement l'arbitre et le mettrait KO. Ali, inquiet, se pencherait alors vers lui et Inoki profiterait de la distraction pour l'assommer d'un coup de pied à la tête. L'arbitre reprendrait alors ses esprits en comptant l'Américain jusqu'à 10. Ainsi, Inoki remporterait la victoire, mais Ali serait protégé dans la défaite. Mais lorsque The Greatest a appris qu'il devait perdre, peu importe la manière dont cela devait se produire, il aurait refusé catégoriquement. Pour autant, il n'imaginait pas une seconde que ce combat serait autre chose qu'une exhibition. Inoki et lui allaient se battre pour de vrai, mais sans se donner à fond et en faisant attention à ne pas se blesser mutuellement. À en juger aux énormes coups de pied qu'envoie le Japonais directement dans la face de ses sparring partners, il faut croire que Mohamed Ali s'est trompé. Et à 6 jours du combat, il a de très bonnes raisons de s'inquiéter. Parce qu'Antonio Inoki n'est pas seulement un catcheur, c'est LE catcheur. Et en vérité, il est même beaucoup plus que ça. Comme Mohamed Ali, Antonio Inoki de son vrai nom, Kanji Inoki, fait partie de ces gens au destin hors norme. Né en 1943, il grandit dans un Japon traumatisé par la guerre. Très jeune, Kanji manifeste des aptitudes physiques bien au-dessus de la moyenne. Il pratique le basket, l'athlétisme, le lancer de poids notamment. Son frère, le sensei Juichi Sagara, l'initie également au karaté. À 14 ans, Kanji suit sa famille en difficulté financière et émigre au Brésil. Selon la légende, c'est là qu'il aurait été repéré par Riki Dozan alors qu'il travaillait dans une plantation de café. Riki Dozan est lui aussi un sacré personnage. Ancien sumotori, il devient catcheur quand il comprend qu'il ne pourra pas obtenir le rang Yokozuna à cause de ses origines coréennes. Il est considéré par beaucoup comme le père du catch japonais, le Puroresu, et il en est à l'époque sa plus grande star. Riki Dozan prend donc le jeune Inoki sous son aile et le ramène au Japon où il débute son entraînement. Il prend alors le nom de ring d'Antonio Inoki en hommage au célèbre lutteur italien Antonino Rocca. Il lance sa carrière à seulement 17 ans. Son ascension est fulgurante. Au milieu des années 60, il profite du vide laissé par l'assassinat de son mentor par un yakuza pour prendre sa place et s'imposer progressivement comme la tête d'affiche incontournable du circuit nippon. Antonio Inoki truste les main events. Il affronte des catcheurs venus du monde entier, notamment des catcheurs américains qu'il finit toujours par battre grâce à des prises de karaté ou d'autres arts martiaux traditionnels japonais. Le message n'est pas très subtil. C'est l'équivalent nippon d'Hulk Hogan, qui brandit la bannière étoilée. Mais ça a le mérite de flatter le sentiment patriotique japonais malmené par l'occupation post-1945. Au début des années 70, Antonio devient si populaire qu'il fonde sa propre fédération de catch, la New Japan Pro Wrestling, qui est encore aujourd'hui considérée comme la plus grande organisation de catch au Japon et l'une des plus influentes dans le monde. À la New Japan Pro Wrestling, Inoki popularise le Strong Style, un style de catch qui se veut plus réaliste, où l'accent est mis sur la qualité du combat plutôt que sur les personnages. Il va même plus loin en organisant des combats de shoot wrestling, des combats de catch non scénarisés lors desquels les coups sont réellement portés. Certainement influencé par un autre de ses mentors, le judoka Masahiro Kimura,
Connu pour être l'un des premiers combattants internationaux à répondre au célèbre Gracie Challenge et à battre Helio Gracie en lui brisant le bras grâce à la fameuse clé d'épaule qui porte son nom, Inoki se met à participer à des combats interdisciplines. Il remporte de nombreuses victoires sur des boxeurs, des judokas, des karatékas, des sumotori et même des maîtres du kung-fu. En 1976, à 33 ans, Antonio est déjà un dieu vivant dans son pays natal quand on lui propose le plus grand défi de sa carrière, affronter le seul et unique Mohamed Ali. Inoki est sûr de ses forces. Il veut prouver qu'il est l'homme le plus fort au monde. Et si au passage, il peut offrir au Japon une revanche symbolique sur les États-Unis, il ne va pas s'en priver. C'est ainsi que le 26 juin 1976, dans le mythique Nippon Budokan de Tokyo, prend place ce que la presse décrit comme une guerre des mondes. Un combat qu'on peut considérer comme le premier championnat du monde d'arts mixtes entre le champion du monde de catch et le champion du monde de boxe. Winner takes all. « 26 juin 1976, le gong retentit dans le Nippon Budokan de Tokyo. La guerre des mondes est déclarée. Et très vite, quelque chose cloche. Mohamed Ali tourne autour de son adversaire. Il feinte et jappe dans le vide. Pendant qu'à ses pieds, Antonio Inoki, assis sur le tablier du ring, ne se relève presque pas. Il glisse au sol, s'allonge sur le dos et envoie de violents coups de pied dans les jambes du People's Champ. La scène est tellement ridicule qu'elle en devient burlesque. Ce n'est pas vraiment un combat de catch, encore moins un combat de boxe. En fait, ça ressemble à tout sauf à un combat. En réalité, ça ressemble surtout à une mauvaise blague. Le public japonais, déjà très calme d'ordinaire, semble médusé. Et à $1000 la place ringside, on peut le comprendre. Les rounds s'enchaînent dans une incompréhension totale. Ali assure le show, mais son visage le trahit. Les énormes coups de pied d'Antonio Inoki le font souffrir atrocement. Son corps est de plus en plus lourd. Au fil des reprises, il réussit à peine à se déplacer et ne touche son adversaire qu'à quelques rares reprises. Ainsi, avant le 15e et dernier round, Inoki et Ali se serrent la main. Le public exulte enfin, anticipant un finish spectaculaire comme il en arrive régulièrement dans le catch. Mais non. Le combat se conclut sur un match nul. Et c'est le cas de le dire. La prétendue guerre des mondes vient de se solder par un gigantesque pétard mouillé. Mais que s'est-il passé ? Pour le comprendre, il faut revenir 6 jours en arrière. Lorsque Mohamed Ali réalise que le combat ne sera pas une exhibition, mais un véritable affrontement, la panique s'installe dans son clan. Inoki est un danger. Il frappe fort. Il envoie de lourds coups de pied capables de scier un tronc d'arbre. Et surtout, il peut amener le combat au sol, là où Ali, en tant que boxeur, est totalement démuni. Les risques de se blesser sont trop importants. L'entourage du Greatest exige des garanties. Des règles spéciales sont alors négociées dans l'urgence. Les projections sont limitées, les prises au sol interdites, les coups de pied autorisés uniquement si un genou touche le sol. Un règlement bricolé à l'arrache pour protéger le boxeur au détriment du spectacle. Inoki accepte, à contre-cœur. Il s'adapte et trouve une faille. Puisque les coups de pied sont autorisés au sol, il restera au sol. Il transforme le combat en une étrange partie d'échecs, martelant les jambes de l'Américain pendant 15 rounds. Le spectacle est une mascarade, bien sûr, mais les conséquences, elles, sont bien réelles. À l'issue du combat, Ali quitte le ring avec les jambes sérieusement endommagées. Il souffre de caillots sanguins et mettra des semaines à s'en remettre. Les séquelles se sentiront lors du 3e affrontement contre Ken Norton, dont Ali ressortira injustement vainqueur. Sur le plan symbolique, son aura est écornée. C'est le début du déclin de l'athlète le plus célèbre du XXe siècle. Pour Inoki, le résultat est tout autre. Sur l'archipel, le match nul est vécu comme un triomphe. Antonio a fait mieux que tenir tête à The Greatest. Il a prouvé que sa vision du combat n'était pas une imposture. Auréolé de gloire,
il prend sa retraite sportive à la fin des années 80. Dans la foulée, il profite de son prestige pour se lancer en politique. Inoki est élu sénateur. Au début des années 90, il participe activement, en compagnie de Mohamed Ali, à la libération d'otages japonais en Irak. En 1995, sa carrière politique est ébranlée par un scandale, le liant au Yakuza. Il tente alors, en vain, de se faire réélire en améliorant les relations diplomatiques entre le Japon et la Corée du Nord. Pour ça, il organise un énorme gala de catch à Pyongyang avec pour invité d'honneur The Greatest Mohamed Ali. Les deux hommes sont devenus bons amis et ils le resteront jusqu'à la fin de leur jour. Si à court terme, leur combat est moqué, critiqué, relégué au rang de curiosité grotesque, avec le recul, son héritage demeure immense. Ali contre Inoki pose une question qu'on s'est tous posée au moins une fois. Que se passe-t-il lorsque deux styles s'affrontent réellement ? Quelle discipline est la plus efficace ? Comment encadrer ce type de confrontation sans les dénaturer ? Dans les années qui suivent, ces interrogations donneront naissance à des organisations hybrides. Le Pancrase, créé par deux élèves d'Antonio Inoki, Minoru Suzuki et Masakatsu Funaki. Puis le Pride et l'UFC. Toujours la même obsession, confronter les styles, éliminer les illusions, chercher la vérité du combat. La guerre des mondes de 1976 n'était peut-être pas un chef-d'œuvre, ni le premier combat de ce genre. Mais parce qu'Ali et Inoki jouissaient d'une aura inégalée, ce combat a ouvert une brèche. Une brèche dans laquelle le monde des arts martiaux s'est engouffré, facilitant la naissance d'une nouvelle discipline, le MMA. I am the greatest. And when I hit you with a hard right hand, you will fall. Change back. 目が違ったんですよ。歌舞伎で見栄を切った時のあの目、猪木さん独特の目をするんですよ。そうするとファンはたまらないですよ。Ali was a world figure. He was a figure of inspiration. What made Muhammad Ali revolutionary was that he was willing to give up his career for a belief. You know how great I am. I don't have to tell you about my strategy. Let my trainer tell you. Bodine, come here. Bodine, tell him, what are we going to do? You're going to float like a butterfly and sting like a bee. Rumble, young man, rumble.